Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sur la piste, l'émission Escrime de France où nous allons à la rencontre des différents acteurs du monde de l'escrime. Je suis Jean-Christian Leroy, votre hôte le temps de l'émission, et pour ce nouvel épisode, je me suis à nouveau rendu au Cercle d'Escrime de Roubaix pour y rencontrer cette fois-ci Aurélie Jany, arbitre international de sabre sélectionnée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors comme d'habitude, si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et en parler autour de vous pour la faire connaître. Et ben voilà, sans plus attendre, je vous propose de nous brancher sur la piste avec Aurélie Jany. Donc, je me présente, je m'appelle Aurélie Jany, j'ai 39 ans, je vais faire 40 ans peu de temps après les Jeux. Et j'ai 2 enfants, je suis conductrice de métro à la RATP et j'ai commencé l'escrime à l'âge de 13 ans. Très bien, et bien merci beaucoup pour cette présentation très succincte. C'est bon, on est branché sur la piste, du coup je te propose qu'on enchaîne sur la deuxième séquence de l'émission qui va être l'objet fétiche. Mon objet fétiche est un jeton de casino, parce que la première fois que j'ai joué au casino, c'était donc à Plovdiv en Bulgarie. D'accord. Et donc ça fait partie des endroits où je fais chaque année, c'est un peu la compétition, l'incontournable que j'ai. Du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai tout le temps gardé sur moi. Et du coup, alors attends, je me permets de t'interrompre très rapidement pour poser la question. Quand tu parles de la compétition à Plovdiv, t'as cette compétition en tant qu'arbitre ou déjà en tant que tireuse à l'époque? Bonne question. Bonne question. Je l'ai faite en tant que tireuse, bien sûr. Après, quand j'ai débuté, j'ai été beaucoup encadrée par des arbitres internationaux, dont un qui s'appelle Vassil Milenchev, en fait, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a expliqué pas mal de choses pour m'aider à avancer, qui a été pas mal présent. Et donc c'est vrai que chaque année, quand je vais là-bas, il connaît mon mari, mes enfants. D'accord. Voilà, c'est un peu le... Ok, donc c'est aussi une des raisons qui fait que tu continues d'arbitrer à cette compétition. On est une grande famille au niveau des arbitres. C'est intéressant ça. Voilà, il y a beaucoup de soutien et donc forcément, il y a des liens qui se créent. Alors comme dans la vie tous les jours, certains avec plus que d'autres, mais ça c'est... Du coup, Plovdiv, compétition, tu vas au casino et tu récupères ton jeton. Et j'ai gardé ce jeton en fait. D'accord. Et toujours avec toi Et je l'ai tout le temps avec moi, c'est rigolo. J'ai ma petite trousse où j'ai mes cartons, mes stylos. Et il y a ce jeton qui se balade au milieu d'un élastique et des lingettes pour nettoyer mes lunettes. D'accord, ouais, tu l'as... Alors, je vais poser la question, tu n'as pas tes cartons avec toi au quotidien? Non. Du coup, le jeton est c'est l'objet fétiche. C'est l'objet fétiche. Je vais arbitrer, c'est d'accord, ça marche. Ce que j'ai dans ma valise. C'est un peu. Est-ce que c'est ton côté Picsou c'est vrai que avec le sous-fétiche Non, en fait, je ne gagne jamais au jeu. D'accord. Ok. Voilà. Donc, que ce soit les cartes à gratter ou. D'accord. Donc, je pense qu'il y avait le côté aussi c'est la première fois, c'est la chance du débutant, la chance de la première fois. Du coup. Et là, tu vois, j'ai deux filles, j'aurais envie de faire un petit peu de mauvais esprit. Est-ce que c'est parce que tu ne gagnais jamais en escrime que tu es devenu arbitre Non. Alors après, le sport de haut niveau est ingrat. Voilà. Mais non, parce qu'en fait, j'ai commencé l'arbitrage quasiment au même moment que j'ai commencé moi le sabre. Parce que j'ai commencé tard. Ça s'est féminisé tard parce que comme c'était une arme de cavalerie, c'était réservé qu'aux hommes. Les premiers jeux, je crois que c'était 2000, c'était Sydney. Et donc, moi j'ai la réponse, mais on y viendra après. C'était Athènes. C'était Athènes. C'était Athènes, autant pour moi. C'était Athènes. Mais donc... là, tu vois, c'est dommage puisque petit flash forward, c'était une des questions de ton Welsh Maroilles. Voilà. Mais c'est pas grave. J'avais des questions de rechange. Je t'avais dit que j'étais bavard là. Mais voilà, effectivement. Mais j'ai des questions de rechange. Mais tu vas sans doute avoir une question plus difficile. Ah mince.
C'est dommage. Non, peut-être que je la laisserai. Du coup, en fait, voilà, moi j'ai commencé les deux puisque c'est quand même plus facile de comprendre ce qu'on fait quand on connaît les règles aussi, c'est important. D'accord. Et de fil en aiguille, comme j'ai beaucoup aimé ça et qu'on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui nous a aidés, qui est parti il y a peu, Bruno Gabi. Et du coup, forcément, après, il y a des choses qui se font naturellement en fait, je pense. Ok, ça marche. Voilà. Très bien. Bon, du coup, on a un petit peu avancé par rapport au reste de l'émission. Mais ce que je vais te proposer, c'est de se lancer, du coup, dans le vif du sujet. Bah, du coup, place au match. Alors, avant de se lancer effectivement dans les joyeusetés, on va préciser que là, aujourd'hui, on est accueilli par le Cercle d'Escrime de Roubaix. Alors, on n'est pas à la salle du Cercle d'Escrime de Roubaix, on avait filmé l'entretien avec Saoussen Boudiaf, mais nous sommes dans une autre salle puisque on enregistre juste avant le week-end des championnats de France par équipe senior N1. Donc voilà, nous sommes dans la salle Coligny. Vous voyez qu'il y a encore des choses qui s'installent. Je dis vous voyez puisque cette émission, pour rappel, est diffusée sur nos réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube et également en version audio sur toutes les bonnes applis de podcast. Voilà. Du coup, sans plus attendre, on va se lancer dans le match et je vais commencer avec une question très simple. Pourquoi l'escrime ? C'est une grande histoire de famille. Une grande histoire de famille. Okay. Est-ce que tu pourras parler un tout petit peu plus fort peut-être ? Alors, c'est une grande histoire de famille puisque mon grand-père était maître d'armes. D'accord. Et que mon père s'est marié avec sa fille. D'accord, très bien. Donc en fait, ça fait un moment que je baigne dedans. Okay. Mon oncle aussi parce que mon père a entraîné et mon oncle a été tireur à l'INSEP du temps de Jean-François Lamour, tout ça. D'accord, ok. Donc l'escrime a été quand même au cœur donc, de mon quotidien. D'accord, ok. Depuis toujours. Hein. Depuis toujours. Voilà. T'as commencé à quel âge ? 13 ans. 13 ans, ok, ça marche. Ouais. Bon, c'est pas tout petit. Non, mais je ne voulais pas faire de fleuret. D'accord, oui, je ne dirai rien. Voilà. Et en même temps, mon père entraînant sur Paris, c'était compliqué aussi. Et de toute façon, il entraînait le sabre. Donc, comme c'est ce que j'expliquais, ça a été une arme qui a été féminisée sur le tard. Ouais, tout à fait. En fait, j'ai commencé forcément, j'étais déjà minime, 1 ou 2, je ne sais plus. D'accord. Voilà. Ok, ça marche. Et donc du coup, oui, on l'a abordé un petit peu avant dans une séquence précédente. Donc très rapidement, en fait, tu débutes l'escrime et tu as envie de te mettre à l'arbitrage pour comprendre ce qui se passe sur la piste ou on t'a un petit peu poussé parce que viens, c'est bien de faire de l'arbitrage pour le club. J'aimais bien déjà arbitrer au club. D'accord. Et en fait, c'est un jour Bruno Gabi, qui a formé la plupart d'entre nous, qui m'a proposé de me lancer en fait. D'accord. Et ça s'est très bien passé. Et du coup, après, il y a eu l'enchaînement de la vie qui a fait que j'en suis là aujourd'hui et que je lui dois beaucoup. Ok. Oui, parce que, alors, bon, mine de rien, arbitre international, c'est pas rien. Il y a tout un process avant. Comment, en fait, combien de temps, on va déjà commencer par là pour aller peut-être un petit peu plus creuser après. Alors, combien de temps il s'est passé entre le moment où Bruno Gabi t'a incité à l'arbitrage et du coup, est-ce que c'est une certification d'arbitre international ? Il y a plusieurs étapes parce qu'on ne peut être arbitre international qu'une fois qu'on a le diplôme national, tout à fait. sûr. Et donc il y a toutes ces étapes qui sont faites de façon progressive. Après, j'ai un parcours un petit peu atypique parce que j'ai commencé tôt. J'ai passé donc mes diplômes dans la foulée. Après, j'ai loupé une première fois mon diplôme d'arbitre international. D'accord. Voilà. Et j'ai eu mes enfants après. Donc du coup, j'ai stoppé un moment. Et après, je l'ai repassé et j'ai repris. D'accord. Ok. Voilà. Parce que combien de
Ton évaluation, en fait, alors je sais que par exemple au niveau régional ou départemental, les jeunes entrent en formation en début de saison, ils ont des stages et des compètes sur lesquels ils ont évolué tout au long de la saison, et en fait au bout d'une saison, ils peuvent être arbitres. Est-ce que déjà au national, est-ce que ça prend plus longtemps qu'une saison? Et à l'international, est-ce que ça prend également plus longtemps? Tout dépend de la façon dont tu vas avoir la gestion de ton match. Ouais, d'accord. En fait, on va te donner le diplôme si on estime que tu es prêt à passer à la vitesse au-dessus, entre guillemets. Okay. Après, on est tous différents. On ne gère pas tous les choses de la même façon. Et il y en a qui ont besoin de plus de temps, comme il y en a qui vont être à l'aise tout de suite. D'accord. Okay. C'est variable en fonction des personnes, en fait, et des personnalités aussi. D'accord. Et toi, du coup, donc, tu n'as passé l'arbitrage que pour le sabre? Oui. Pas sur d'autres armes? Le fleuret est en bonne voie. Le fleuret est en bonne voie? Oui, parce que pour arbitrer les jeux, normalement, après là, comme on est dans le pays qui reçoit, normalement, on est censé avoir 2 armes à l'international. D'accord, ok. Donc tu as déjà ton diplôme national fleuret? Alors j'ai déjà passé moi toute la session qu'on appelle de catégorie C, une session préliminaire en fait, où on va être évalué par des référents internationaux qui font partie de la Commission européenne là en l'occurrence. D'accord. Et après donc on a un examen à l'issue donc de cette année. Ouais. On a 5 compétitions à valider. Après ça change régulièrement, ils adaptent. D'accord. Mais bon après il y a eu le Covid. Ouais. Donc voilà. Donc normalement, après les jeux, ça devrait être mis en place. D'accord, ok. Voilà. Tu fais partie de cette série d'entretiens, puisque du coup tu arbitres pour le club de Roubaix. Oui. Tu n'es pas des Hauts-de-France à la base, on en parlait un petit peu avant le début de l'émission. Tu es originaire de région parisienne, c'est ça? Oui. Ok. Du coup, comment t'es-tu retrouvé arbitre international pour le club de Roubaix? Alors, bon, l'escrime est une grande famille, hein. Voilà. Okay. Et donc, ça fait un moment qu'on se côtoie un peu tous. D'accord. Et je cherchais un club en fait qui pouvait me donner un petit peu d'argent. Pas honte de le dire. Voilà. Non, c'est beaucoup de sacrifices et c'est vrai que par rapport à moi, je conduis le métro, donc le métro c'est tous les jours. Ouais. Et donc forcément, quand il fallait que je pose des congés ou autre, voilà, pour équilibrer. Et puis c'est vrai que les athlètes, souvent quand ils représentent un club, des fois il y a des accords qui sont passés comme ça. Et je me suis dit, après tout, pourquoi pas demander, ça coûte rien. Et puis ils m'ont accueilli à bras ouverts. Okay. Voilà. Donc alors. Pour la petite anecdote. Je suis friand de petites anecdotes. J'ai mis un seul carton noir dans ma carrière. D'accord. Et donc j'ai mis à Soussou. Ah ouais? Ça fait de nombreuses années. Oui. Soussou Saoussen Boudiaf, voilà, du coup, ça. Du club de Roubaix. Et donc ironiquement, c'était un peu, voilà, comme ça, on est sûr que je l'arbitre plus. Et non, je blague, mais... Ok. Donc voilà, mais on s'entend très bien, il n'y a pas de souci. On n'est plus fâchés. On est là aussi pour éduquer, entre guillemets. Bien sûr. Ouais, parce qu'il y a toujours cette part émotionnelle qui est des fois compliquée à gérer. Et puis l'acceptation de la décision, la frustration des fois aussi. Ouais. Et on peut avoir, quand il y a des caractères forts, des débordements. Et on est là, nous, pour recadrer les choses. Donc des fois, les sanctions après sont difficiles. Ouais. Parce qu'elle n'avait pas pu participer au championnat d'Europe individuel. D'accord. Mais c'est vrai qu'on en avait reparlé et qu'elle a eu l'humilité de me dire que c'est quelque chose qui lui avait servi quand même. Même si c'est vrai que sur le coup, c'est compliqué pour tout le monde. Ouais. Voilà. Ok. Mais, et donc du coup, tu officiais déjà en tant qu'arbitre pour Roubaix? Pas du tout. C'est arrivé après. D'accord. Parce qu'on ne peut pas arbitrer de tireurs du Ah bah oui, évidemment, bien sûr. Ouais. Et du coup, c'était déjà à l'international? Pas du tout, c'était lors d'un CN, d'un circuit national? Un circuit national ou un championnat de France, je ne me souviens plus. D'accord, ok. Tellement de compétitions qu'au bout d'un moment, on a du mal. Mais peut-être qu'elle s'en souviendrait. S'en souvient. Voilà. Bah, écoute, je sais plus. On a parlé carton pendant son entretien.
petit instant promo, entretien que je vous invite à aller regarder et que j'irai voir ou écouter et que tu iras voir quand il sera diffusé. Peut-être qu'on en a reparlé. Il faudrait, j'avoue que j'ai pas, je ne l'ai plus en tête. Non, mais c'est possible que en fait ça soit arrivé un peu comme ça. Mais je ne regrette pas et je resterai fidèle. Ouais. Mais des fois il faut en fait, en plus de ça, alors, parlons-en justement, un carton noir. Des fois il faut pas hésiter à sanctionner parce qu'il y a des comportements qui de toute façon méritent un carton noir. Ouais. Je ne sais pas ce que Saoussen avait fait, mais peut-être que la plupart des gens du coup ne se rendent pas compte. Alors déjà le grand public, mais peut-être aussi même chez les escrimeurs et escrimeuses qui nous écoutent ou qui nous regardent. Un carton noir, ça implique quoi? Ça implique des mois de suspension. D'accord. Et pour elle, c'est mal tombé, parce qu'en fait, elle n'a pas pu participer à l'épreuve individuelle des championnats d'Europe. Ouais. Donc forcément, les conséquences étaient importantes. Et après, pour nous, il y a il y a une vraie procédure, on doit faire un rapport, enfin voilà. On doit lourd, résister aux entraîneurs nationaux qui grincent des dents parce que forcément c'est bien pour personne, mais quand c'est constructif. C'est la question que j'allais poser justement quand ça se passe en fait, quand un arbitre décide de mettre un carton, il y a effectivement beaucoup de pression de la part des entraîneurs, des coachs. Bah oui, parce qu'en fait il y a des enjeux, elle faisait partie de l'équipe, elle avait complètement sa place, donc forcément après oui il y a un impact en fait sur beaucoup de choses. Est-ce que ça t'est arrivé de sanctionner des entraîneurs aussi? Parce que je sais que ça c'est possible normalement. Des entraîneurs qui montraient sur la piste alors qu'il n'y a pas lieu. Alors j'ai jamais eu trop de soucis, que ce soit au niveau national ou international, parce que je suis d'une nature à beaucoup discuter, peut-être un peu trop d'ailleurs, mais comme j'explique les choses, et puis après c'est tout un climat de confiance qui est important d'avoir. On est arbitre, mais on est humain avant tout. Donc à partir du moment où on fait preuve d'humilité, on ne prend pas ce pouvoir entre guillemets de décision de façon avec un air supérieur, ou des fois on se rend pas compte, mais on peut avoir un comportement qui est mal interprété. D'accord. Et puis l'erreur fait partie des matchs aussi. Je pense qu'après il y a un terrain de confiance qui s'installe et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Maintenant, l'arbitrage, c'est quand même complexe parce qu'il y a toute une notion de cohérence qu'il est important de garder dans son jugement pour que l'athlète puisse s'adapter en fait. Le réel souci que tu vas rencontrer, c'est quand il y a des actions qui sont données pour l'un mais pas pour l'autre, et que du coup, en fait, il y a cette complication d'adaptabilité pour l'athlète. Voilà. Mais on sait que... alors, en escrime, peut-être même que plus dans n'importe quel autre sport, en fait, l'arbitre, on dit toujours que c'est le troisième homme, dans le cas présent, la troisième femme du match. Et effectivement, on sait que... alors moi, j'ai pas cette expérience d'arbitrage, j'ai une expérience de tireur. Je fais de l'escrime depuis que je suis gamin, mais je suis extrêmement mauvais. En progression. Oui, voilà, je suis tireur, c'est beau, je suis tireur en progression. Mais on sait pertinemment que, en fait, il y a certaines touches qui vont passer avec un arbitre et pas avec un autre en fait. Chaque arbitre ayant... On n'a pas la même sensibilité en fait de la touche. Ouais. Ça va dépendre si on a été athlète avant. C'est même pas une question de niveau, c'est vraiment on a tous notre propre sensibilité. Il y a certaines actions que certains vont donner, d'autres pas, parce qu'en fait ils les sentent pas de la même façon. Et en même temps, tant mieux parce que ça garde une certaine humanité. Si c'était que les machines qui jugeaient, je veux dire, ça perdrait beaucoup de choses. Clairement. C'est important en fait, puis même pour eux, c'est une vraie force de pouvoir s'adapter. De toute façon, les filles le savent, et les femmes, les hommes,
ceux qui sortent beaucoup savent avec quel arbitre ils peuvent faire tel type d'action. C'est ça, surtout... Ou non, voilà. Ouais. On en a parlé tout à l'heure, on va revenir un petit peu là-dessus. Tu as évoqué le fait que du coup cette vie d'arbitre, c'était beaucoup de sacrifices. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? C'est beaucoup de sacrifices parce que quand on part, on laisse le mari, les enfants. Ouais. Et quand ils sont petits, c'est compliqué. Et quand on part sur des gros événements, des fois on part 11 jours. D'accord. Et entre le programme international, le programme national, des fois, on n'a que 2 semaines à la maison et encore. Donc c'est compliqué. D'accord. Donc c'est vrai que cette victoire et cette nomination pour les Jeux, c'est pas que ma victoire à moi, même si c'est moi qui officie, mais il y a quand même tout un petit monde derrière qui est content aussi que toutes ces années d'investissement puissent payer. C'est ta première nomination pour les Jeux du coup? Oui. Okay. Ouais. Et tu as déjà arbitré sur des championnats du monde, des championnats d'Europe? Championnat du monde, championnat d'Europe, les épreuves Grand Prix, puisqu'il y a un système de liste avec un certain nombre d'arbitres qui sont dessus et qui officient sur ce qu'on appelle les épreuves Grand Prix. Alors, on pourrait le comparer au Grand Chelem au tennis, par exemple. D'accord. Voilà. Alors, moi, j'ai cru comprendre que la différence entre un Grand Prix et une Coupe du Monde, c'est que le Grand Prix, normalement, il n'y a pas d'épreuve par équipe. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça va, c'est bon, je peux prendre ma retraite. Alors, je vais revenir du coup sur ce dont on parlait. C'est intéressant ce que tu dis, puisque du coup, cet équilibre entre vie... alors, je ne vais pas parler de vie professionnelle, vie sportive, en fait, entre vie perso et vie sportive, et en plus de ça, la vie professionnelle derrière. C'est quelque chose qu'on aborde beaucoup plus facilement et beaucoup plus souvent avec les athlètes. Parce que du coup, on a conscience, en fait, entre l'entraînement, la routine, les déplacements, etc. Mais c'est quelque chose dont on n'a peut-être pas aussi forcément conscience pour les arbitres. Non, en fait, on a un peu on a eu beaucoup le mauvais rôle, en fait. Parce qu'il y a cette facilité de dire qu'on a perdu à cause de l'arbitre, ou tout on dit aussi que les arbitres, ils partent toujours en déplacement et qu'ils font la fête 10 jours sur 11. Ça n'est pas vrai. Non, mais c'est vrai que les personnes ont du mal à se rendre compte. Et puis, mais c'est pas uniquement, on a été que récemment mis en fait à l'égal des athlètes en fait, même au niveau des listes au niveau. D'accord. On n'avait pas le même statut. D'accord. Et donc c'est que quand même très récemment qu'on a été, donc il y a des choses qui commencent à être prises en compte. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a souvent été un peu, je ne peux pas dire la dernière roue du carrosse, mais vous voyez des affiches, alors Roubaix le fait, mais des affiches justement de propagande sur des compétitions où il y a des arbitres dessus. D'accord, ok. Alors, nous justement, car quand je dis nous, la Ligue, mais je t'en reparlerai un petit peu plus après, on a fait pas mal de choses pour l'arbitrage. En fait, on a une vraie politique. Ah oui, bien évidemment. Non, mais on a vraiment une vraie politique régionale à ce niveau-là. On a développé aussi pas mal d'outils. J'en ai beaucoup parlé avec Cédric. On entend très très bien, et c'est vrai que c'est un sujet dont on a parlé depuis longtemps. Et vous êtes, je crois, alors en tout cas au SAB, le seul où il y a des arbitres qui font, parce qu'on est partie intégrante du jeu aussi, le troisième homme comme tu disais. Et c'est vrai que des fois on n'a pas toujours la considération. Après quand on a été athlète avant, il faut faire preuve d'humilité par rapport à des fois certains débordements dans la limite de ce qui est toléré. Voilà. Mais on est souvent dans l'ombre et il y a autant de... Quand on est nominé comme ça sur beaucoup de compétitions, on a autant de compétitions que les athlètes. Et il y a un investissement qui est identique, on n'a juste pas la même casquette en fait. Et même s'il y a eu beaucoup de progrès, puisqu'on est appelé à arbitrer des fois sur l'INSEP, il y a des choses qui sont en train de changer, il y a des personnes qui font en sorte aussi que les choses bougent. Donc c'est bien, les choses évoluent dans le bon sens et c'est important pour tout le monde en fait.
parce qu'on travaille tous pour que le sport progresse et qu'il soit au meilleur niveau. Et plus l'arbitrage est bon, et plus forcément le niveau est bon aussi. Ouais. Voilà. Mais c'est... bon, de toute façon, on le sait, hein, en escrime, on a plusieurs... je ne sais pas comment dire ça sans froisser les gens. Mais bon, je vais le dire comme ça. Tu peux y aller. Oui, non, mais voilà. De toute façon, c'est moi qui monte. Merde. Non, mais en fait, on sait qu'il y a deux problèmes majeurs, sans doute parmi d'autres, le manque d'enseignants et le manque d'arbitres. Oui. Enfin, voilà, c'est deux trucs fondamentaux. Et nous, effectivement, l'idée aussi de développer des jeux et d'autres outils c'est d'amener en fait une base beaucoup plus large à l'arbitrage. Parce que si tu as une base plus large, forcément, tu en as peut-être quelques-uns qui vont monter un petit peu plus. Parce que si tu en as 2 qui s'inscrivent à l'année, peut-être que sur les 2, tu en as 0 qui vont finir la formation. C'est sûr. Voilà, quoi. Ah, puis à une époque, passer un week-end pour 40 € et se faire sans arrêt crier dessus, on a qu'on préfère rester avec les copains. Hein. Oui. Donc c'est sûr. Non mais ça fait pas rêver. Hein, non mais voilà, c'est pour ça qu'il y a un vrai travail au niveau de la fédération, hein, ça c'est sûr. C'est un vrai travail à plein temps pour essayer de faire changer les choses et qu'il y ait un vrai travail en coopération en fait. Ouais. Parce qu'avant tout c'est ça, la clé. Oui. Non, et puis en fait on sait très bien que des jeunes en formation qui arrivent effectivement sur des compètes et qui se font gueuler dessus, soit par les athlètes, soit par des maîtres d'armes. Exactement. C'est compliqué à gérer. Il y a beaucoup de maîtres d'armes qui râlent mais qui ne forment pas forcément. Donc après, voilà, c'est toujours ce problème de quand on veut de la qualité sans mettre les moyens, forcément ça va moins vite. Je pense que... Après, je dis ça en toute humilité, hein, y a pas de... mais c'est vrai que... Je pense connaître la réponse, mais toi, c'est quelque chose à laquelle tu as été confronté tout au long de ta formation, en fait, justement, le fait de se faire gueuler dessus, les gens qui viennent contredire. Non, j'ai pas eu trop ok. J'ai pas eu trop de soucis. D'accord. Parce que j'étais capable d'expliquer, en fait, ce que je voyais ou comment je sentais les choses. Et c'est ce que je te disais, à partir du moment où tu es cohérent durant un match, en fait, les personnes les maîtres d'armes peuvent donner des conseils, arrête de faire cette action. Parce que, voilà. Okay. Là où c'est compliqué et là où ça peut des fois prendre des tournants qui sont pas très cool, hein, pour les arbitres notamment, c'est quand il y a un souci de cohérence. Ouais. Voilà. Okay. En fait, le gros travail, c'est de garder une cohérence tout au long d'un match. Et comme aucune touche n'est entre guillemets pareille, c'est ce qui est vraiment le plus difficile, garder cette logique en fait. Ouais. On en parlait très vite fait hors antenne. Tu as été athlète de haut niveau ? Oui. Du coup, en parallèle de ton cursus d'arbitre ou... Oui. Oui, ok. Qu'est-ce qui fait que tu as arrêté ta carrière d'athlète ? J'ai eu une année où j'ai eu beaucoup de blessures. D'accord. Et donc, du coup, après, j'ai rencontré mon mari, j'ai eu mes enfants, tout s'est un petit peu enchaîné. D'accord. Et je me suis dit pourquoi pas continuer, mais différemment. Donc, c'est là où tu t'es J'avais eu quelques différends aussi avec quelques sélections qu'il y avait eu. Donc, j'ai décidé de prendre une autre voie en fait. Okay. Voilà. Et du coup, c'est à partir de là où tu étais déjà arbitre national à ce moment-là ? Oui. Et c'est à partir de là où tu as décidé de poursuivre un peu plus dans l'arbitrage et d'aller à l'international ? Ouais, j'ai bifurqué. J'ai dit bon, de toute façon, les jeux, pas la peine. Donc, on s'est... Je les ferai autrement. J'ai fermé une porte, j'en ai rouvert une autre. Voilà. Donc. Et du coup, deux questions. On va commencer
On va commencer par celle-là, on reviendra à l'autre après. Ma deuxième question portera sur ta formation en tant qu'arbitre, mais du coup on y reviendra. Cette nomination au jeu, en fait, le fait de faire les jeux en tant qu'arbitre, qu'est-ce que ça représente pour toi? Je pense que comme quand on est athlète, je pense que c'est l'aboutissement d'une carrière en fait. D'accord. Je pense que tout le monde s'investit pour pouvoir faire les jeux. C'est le Graal quand même on peut participer à je ne sais combien de championnats du monde. Faire la sélection aux jeux, c'est quand même autre chose. Même si on a du mal à le réaliser encore. J'en discutais avec mon amie de longue date puisqu'on a commencé. Alors elle faisait du fleuret avant, mais on s'est un peu bagarré sur la piste avec Anne-Laure Berthier qui va aussi avec moi. D'accord. C'est vrai qu'on a du mal à... Je pense que tant qu'on n'y sera pas, on ne réalisera pas vraiment Mais c'est le bon retour sur investissement, comme on dit. Ouais. Ok. Le fait que ce soit à Paris, est-ce que ça a une saveur un peu plus particulière aussi ou... Je crois que quand on est sélectionné au jeu, on prend n'importe quelle ville après. On n'importe quel jeu. Après, c'est ça. Après, Paris, Paris, oui, c'est le... je suis française, donc forcément, ça résonne différemment, mais je pense que ça reste un détail, en fait, quand même. Ouais. Voilà. Ok. Comment se passe une formation d'arbitre? Je sais qu'on l'a évoqué un peu rapidement tout à l'heure, mais si on peut aller un petit peu plus là-dessus pour que les gens comprennent, effectivement, tu es très didactique. Donc du coup, on va en profiter. C'est quoi le cursus en fait? Comment ça fonctionne une formation d'arbitre? Nationale ou internationale, voir les deux si tu te sens de m'expliquer, même de faire un petit peu les différences. Il y a une partie de règlement, d'accord. Avec un certain nombre de questions. Il ne faut pas aller au-delà d'un certain nombre de fautes. C'est un examen d'entrée en formation ou c'est un examen qui valide ta formation? Ça valide. Ça valide puisqu'en fait, en amont, tu vas avoir eu ces compétitions où tu vas être évalué par plusieurs référents de la Commission européenne, puisque nous, on fait partie sur la zone Europe. En Asie, ça sera d'autres personnes et voilà. D'accord. Et en fait, il faut déjà valider un nombre de compétitions. Il me semble que c'est 3. D'accord. Donc à l'issue de ces validations, comme on aura un tableau, une présélection, et bien à ce moment-là, on a le jour J de l'examen où on a la partie QCM, la partie pratique. D'accord. Et à l'issue de la partie pratique, moi je l'ai passé il y a longtemps, on était évalué l'année suivante sur plusieurs compétitions. D'accord. Est-ce que ça a changé là? Je crois que c'est toujours le cas. À savoir que de toute façon, il faut régulièrement valider sa deuxième arme, puisque moi je n'arbitre que le sabre. Que le sabre. Et donc pour le fleuret, il faudra de toute façon que régulièrement j'ai un championnat d'Europe ou un championnat du monde pour en fait revalider, que les personnes puissent voir qu'on a maintenu un certain niveau. Voilà. Ok. Du coup, en résumé, 3 compétitions, on va dire, de sélection sur une première année. À l'issue de ces 3 compètes, un QCM, une épreuve pratique. C'est ça. Et après, du coup, 3 autres Alors, compètes. Une épreuve pratique et une épreuve vidéo. Puisqu'on a la vidéo. Oui, tout à fait, on a la vidéo. Ça, on y viendra après. Oui. Qui est en train d'être installée là derrière. C'est ça. Ok, donc une épreuve pratique, donc en fait, tu as des athlètes qui sont là, qui tirent et... C'est ça. Ok, d'accord. Et une épreuve donc d'analyse de la vidéo, oui. Okay. Avec certaines actions. Donc on donne la trace d'armes comme si on arbitrait. Ah oui, donc c'est une épreuve à part, c'est pas en fait en condition lors de l'épreuve pratique. Pas du tout, c'est vraiment à part. Épreuve. Oui. Ok. Ça, mais tout est fait le même jour. Tout est fait le même jour. Ou sur le week-end. Ok. Et ça se passe où en général? Ça change de ville? Ça dépend. Ça peut être en Allemagne, ça peut être en Italie, ça peut être en Espagne. Ça dépend du pays organisateur. D'accord. Je crois que le prochain examen, il est possible que ce soit en Turquie. Donc en fait, c'est un appel à candidature en fait. D'accord. Et donc il y a plusieurs
plusieurs pays qui se proposent. Ok. Et après, c'est la Fédération internationale qui choisit. Ou la Commission européenne. D'accord. Et ok, donc au moins 2 ans, 2 ans avant de valider vraiment ton cursus. Et dans ces cas-là, en fait, il y a 3 compétitions où tu es évalué, donc la 2e année. Mais tu te déplaces quand même sur d'autres compétitions internationales pendant ce temps-là? Oui, pour continuer en fait. La vie d'arbitre ne change pas. Ouais. Est-ce que tu sais d'avance sur quelle compète tu vas être évalué ou pas? Parce que ça serait... Non. Non, tu sais pas d'avance. Normalement, oui. Après, en fait, quand on a sa licence C, c'est-à-dire qu'on passe, qu'on est évalué sur les 3 compétitions cadet et junior. Après, on va avoir son diplôme. Il faut me poser une colle. Attends, ça c'est intéressant. Tu passes ton éval sur du cadet junior et pas sur du senior. Non. D'accord, ok. On rappelle, alors, faut pas que je m'y perde. Senior, c'est plus de 20 ans, c'est les équipes que vous allez voir au JO. Et donc du coup, junior, c'est moins de 20 ans, c'est entre 17 et 20 ans. Et cadet, c'est entre 15 et 17. Ouais. C'est ça. Je suis un. Et oui, mais en fait maintenant on dit M15, M17, M20. C'est ça. Non, mais il y a plein de choses qui ont changé. Mais par contre à l'international, ça reste cadet et junior. Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ok. Et donc du coup, quand donc toi t'es nous, en fait, quand on passe la licence C, ouais. Parce qu'on a besoin d'avoir la licence C pour en fait être proposé. D'accord. Pour passer donc le diplôme. C'est uniquement sur du cadet. Ouais. J'ai dit cadet junior, mais non, mais c'est du cadet. C'est que du cadet, voilà. 17, okay. Ouais, c'est ça. Puisque je suis la championne pour louper la première fois et l'avoir du 2e coup. D'accord. Et donc moi j'avais fait 3 épreuves qui étaient désignées, hein, on sait où est-ce qu'on va. D'accord. Avant justement d'être envoyé à l'examen. D'accord, ok. Voilà. Ok. Et c'était uniquement du circuit européen cadet. Pas de Coupe du Monde. Circuit européen après, une fois donc que tu as ton diplôme international, je dis des bêtises parce qu'il n'y a plus ce système d'évaluation après. Ouais. Une fois que tu l'as, il part du principe que comme tu as été évalué avant, ouais. Une fois que tu le passes, après c'est la pratique qui va faire que. Mais il y a quand même un système de notation. Ouais. Qu'on peut avoir ou pas, et d'appréciation sur les compétitions où on va. D'accord. En fait. Ok. Et même en senior et même sur les grands prix, ouais. Il y a un système de notation. Du coup, tout au long de ta carrière d'arbitre, c'est ça? Ok. C'est très sérieux. Oui. Et ça va être de plus en plus parce qu'il y a des personnes qui sont en train de faire bouger les choses pour professionnaliser encore plus. D'accord. Okay. Donc professionnaliser, donc ça veut dire qu'à terme, tu pourrais avoir une... plus de séminaires, qu'il y ait plus de suivi, qu'il y ait des choses qui soient mises en place, qu'il y ait un vrai... qu'après chaque compétition, on puisse recevoir quand même un feedback sur... parce qu'on n'est pas bon tout le temps, hein, c'est comme quand tu es athlète, il y a des matins où tu commences ta poule, et tu te dis « ouf, ça va être dur aujourd'hui ». Voilà. Donc... il y a des fois, tu n'es pas dedans. Ah bien sûr. Est-ce que du coup ce parallèle est intéressant vu que tu as également été justement athlète de haut niveau. Est-ce que c'est plus compliqué de réaliser que tu n'es pas dedans aujourd'hui en tant qu'athlète ou en tant qu'arbitre? C'est plus compliqué en tant qu'arbitre parce que tu n'impactes pas que toi-même, tu impactes tout le monde. Donc c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Ouais. Quand tu es arbitre, parce qu'en fait, que tu sois pas dedans, tu te sanctionnes toi. Ouais. C'est ton problème. Quand tu n'es pas dedans, quand tu arbitres, alors pas dedans c'est un grand mot, mais quand tu as moins la sensation de la touche, voilà, tu impactes tous les athlètes qui sont là, qui sont entraînés dur, et là c'est plus compliqué en fait à assumer. Tu arbitres sabre féminin et masculin? Oui. Les deux. Quel est le plus compliqué? Comment je pourrais dire ça sans
sans froisser. Je vais te dire la même chose que tu m'as dit. Tu peux y aller. Le sabre homme est plus lisible. D'accord. Parce que je pense qu'il y a moins de psy, si vous voulez. D'accord, ok. Voilà. Je pense qu'il y a ce côté un peu plus instinctif qui fait qu'il y a moins d'hésitation, que les touches sont un petit peu plus claires. Alors, est-ce qu'il y a une histoire de physique ou parce que bon, chez les femmes ça bouge aussi, mais je pense qu'il y a moins cet aspect psychologique de rester sur la touche, je sais pas, c'est quand même plus, c'est plus lisible que le sabre. Que le sabre féminin. Le sabre d'âme. Ce qui est compliqué, c'est quand il y a des compétitions, notamment les épreuves Grand Prix, on passe d'homme aux dames. Ah. Et des fois, tu switches sur la journée, tu restes pas forcément avec le même public. D'accord. Ça, c'est compliqué pour toi à gérer, en fait, de se mettre dans cet autre état d'esprit. Non, parce qu'en fait, ça a été compliqué pour moi sur une compétition à Séoul, je me souviens, c'était un enfer. Parce qu'en fait, le tableau hommes et dames était en même temps à la compétition, ils avaient fait ça que sur 2 jours. D'accord. Et c'était l'enfer parce qu'en fait, on passait d'un rythme à un autre. Je terminais un match garçon, demain un match dame, et en fait on est quand même sur des rythmes qui sont différents, qui demandent pas une concentration différente, mais on est sur un rythme qui est beaucoup plus soutenu chez les hommes. Donc là, ça a été l'enfer. Ah ouais, non, là c'était vraiment, vraiment compliqué. Mais maintenant ils le font sur 3 jours, et donc on a quand même le temps de s'adapter, puis on prend l'habitude aussi. Travail à côté, il y a d'autres choses qu'on fait en parallèle en fait, justement pour faciliter ce passage en fait. Et du coup, c'est, je vais rebondir là-dessus, en dehors des compétitions sur lesquelles tu vas arbitrer, est-ce que justement tu travailles ton arbitrage entre deux, et si oui, de quelle manière en fait? Alors, il y a un travail vidéo, qui est fait sur certains matchs. L'idéal, c'est de le faire sur les matchs qu'on a arbitrés pour refaire un feedback aussi. D'accord, ok. En sachant qu'il manque quand même la sensation. Quand on regarde, c'est jamais pareil, même quand on voit la vidéo, que quand vraiment on a vécu la touche. C'est pour ça que c'est important d'ailleurs de donner tout de suite ce qu'on voit. Si on commence à réfléchir, on perd toute cette sensibilité. Mais le travail à la maison, il est important parce que il permet quand même de voir aussi. Des fois, il y a des évolutions de certaines actions. Au cours de l'année, il y a des actions qui après vont être données que d'une façon. Il faut savoir qu'avant chaque compétition, nous, on a un pseudo-séminaire, on a des directives qui sont données. On rappelle des points de règlement et donc c'est important d'avoir un suivi sur les compétitions où on ne va pas et de toute façon de garder une pratique régulière. Il y a vraiment beaucoup de similitudes entre la vie d'arbitre et la vie d'athlète. C'est quelque chose. Alors moi, à titre personnel, que je ne réalisais pas. Je suis très content de cet échange, avec toi. J'espère qu'il en sera de même pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. J'avais une autre question qui m'a échappé. Non, c'est bon. Tu parles sur le travail d'analyse vidéo, donc de toi, tes propres matchs que tu as arbitrés. Tu viens d'évoquer le fait de ne pas avoir la sensibilité de la touche, ce que tu as eu sur le moment. Et du coup, l'importance de donner ce que tu ressens tout de suite sans rentrer dans la réflexion qui viendrait du coup peut-être un peu obscurcir ton jugement, mais est-ce que ça, en fait, je vais la tourner autrement, est-ce que cette sensation très instinctive est valable à la fois au sabre et dans ton cas au fleuret en tant qu'arbitre? Je vais recontextualiser. Le sabre, en fait, c'est une arme très rapide. En fait, on sait que tu dois, toi, en tant que tireur, tu dois savoir ce que tu vas faire avant le aller, et tu dois savoir t'adapter pendant l'échange. On sait que le fleuret, tu peux prendre un petit peu plus le temps de construire ta touche. Je pense qu'elle est vraiment valable au sabre.
Elle est vraiment Elle est vraiment valable au sabre. Ouais. D'accord. Beaucoup plus. Alors après, il y a des actions, par exemple, je prends l'exemple de l'épée. Ouais. Ou une touche qui va être donnée à terre. Il y a des contextes qui vont faire que je pense que c'est important d'être sur le ressenti quand même en premier. Ouais. Même s'il y a maintenant ce support vidéo qui est un vrai outil pour nous et qui permet de corriger certaines erreurs de jugement ou d'appréciation et du coup de rééquilibrer des fois certains tournants du match ou voilà, parce qu'on peut la consulter de nous-mêmes sans qu'on nous la demande. Tout à fait. Et donc c'est un vrai il faut essayer de rester sûr, c'est ce que je te disais, donner ce qu'on voit à l'instant T et pas tomber dans dès qu'il y a le moindre doute ou dès qu'on commence à trop réfléchir, je vais à la vidéo. Ouais, parce que du coup ça va donner, enfin, effectivement, un arbitre qui à chaque touche ou presque irait voir la vidéo. À la fin de son match, il arbitre plus. Oui, c'est et ça serait pas, je pense je sais même pas s'il finit le match. S'il finit le match, ouais. Voilà. Ok. Mais oui, enfin, je sais que le tireur ou les coachs se poseraient questions et peut-être même n'hésiteraient pas à en rajouter pour faire douter l'arbitre derrière. Puis il y a un côté tactique aussi, hein, comme les athlètes. En fait, il y a peu de différence entre guillemets. Ouais. Parce que dans certaines situations ou certains matchs où c'est très serré, c'est tendu, où on a besoin de relâcher, on peut être amené des fois, même sur des actions qui peuvent paraître simples, à de nous-mêmes prendre le temps d'aller voir la vidéo juste pour... ça te permet de souffler un petit peu et de... Souffler, relâcher, voilà, se permettre de se remettre en confiance avec son collègue et tranquillement reprendre une bonne concentration pour bien finir le match. La vidéo, du coup là on vient d'en parler un petit peu, ça a commencé à apparaître quand à peu près? Je te dis, je suis pas à l'aise avec les dates, ça va être un vrai problème. Plus ou moins. Quand est-ce qu'ils l'ont mis en place? Je ne sais pas. On a le droit, comme au jeu, là, appeler un ami. On peut. Non, mais est-ce que toi, à l'international, tu as toujours connu la vidéo? Non, pas du tout. Non, pas du tout, ouais. Du coup, c'est quand même un ajout. C'est quelque chose de relativement récent. Ouais, ok. Parce qu'ils ont voulu apporter de la qualité, ce qui est très bien, tout en gardant quand même le côté humain. Parce que bon, les vidéos ne sont pas illimitées. Hein. On a le droit qu'à 2 vidéos. Oui. Voilà. En tant que tireur, c'est ça? Ouais. Ouais, ok. Et donc, une fois qu'on a utilisé ces 2 vidéos, il n'y en a plus, donc après, Mais il n'y a pas un truc, alors peut-être que c'est moi qui encore ai cru comprendre quelque chose alors que pas du tout. Il y a pas un truc où, athlète, tu demandes la vidéo, ça te donne raison, tu ne perds pas le droit de la demander? Alors, c'est ça. En fait, c'est 2 vidéos où la décision est conservée par l'arbitre. D'accord. Okay. Voilà, à partir du moment où tu récupères le point, la décision est changée, eh bien, tu ne perds pas ta vidéo. D'accord, tu ne perds pas ta vidéo. Ok, ça marche. À partir du moment où l'arbitre change sa décision. Donc on l'a dit, la vidéo, c'est stratégique à la fois pour l'arbitre, mais aussi pour l'athlète. C'est ça, pour l'athlète. Ouais. Ok. Est-ce que toi, à titre personnel, c'est un outil que tu vas facilement utiliser en fait, sur lequel tu vas te reposer un petit peu plus, ou c'est vraiment pour toi une aide ponctuelle, un complément? Il faut essayer de faire en sorte que ça reste une aide ponctuelle. Après, chaque match étant différent, puis on va avoir un match où on va être très à l'aise. Ouais. Le match d'après, je ne sais pas pourquoi, on arrive moins à sentir la touche. On est vraiment proche de ce qui se passe pour les athlètes, hein, nous. Et donc, en fait, en fonction de la façon dont le match va se dérouler, on va, nous, gérer cet usage de façon différente. D'accord. En sachant que, et c'est comme ça qu'on m'a formée, certains grands arbitres m'ont formée,
il faut essayer le plus possible de rester sur son premier feeling. D'accord. Vaut mieux dire l'action, que la personne demande la vidéo et que ce soit corrigé, plutôt que d'y aller. D'accord. Ok. Ok, ça marche. Parce qu'elle est là en soutien, mais il faut partir du principe que c'est vraiment une option. D'accord. Et ça ne doit pas faire partie... c'est une histoire de dosage en fait, parce qu'après en plus, bon, le souci c'est que pour les athlètes, plus ils vont voir l'arbitre aller à la vidéo, ce qui est légitime, hein, et plus ils vont sentir que l'arbitre n'est pas sûr de lui. Donc après, ça impacte sur d'autres choses. C'est ce qu'on évoquait juste avant. Ok. Est-ce que le sportif est superstitieux? Oui. Est-ce que toi, en tant que sportive, tu avais des superstitions? Est-ce qu'il te fallait une certaine paire de chaussettes ou une certaine arme, ce genre de truc? Non. Non. Et je le fais plus en fait en tant qu'arbitre. Eh bien justement, c'est ce que je vais te demander. Que en tant qu'athlète, j'avais moins d'automatisme. Ouais, c'était différent. D'accord. J'étais plus jeune. Et en tant qu'arbitre, du coup, c'est quoi ton côté un peu superstitieux Eh ben, c'est avec mes tenues. Tes tenues, ok, très bien. Ouais, en fait, j'ai des tenues que je mets un jour et l'autre. D'accord, ok. Et voilà, après, il va y avoir... il y a un espèce de rituel qui se fait le matin, effectivement. Mais le truc de Zinedine Zidane, je monte ma chaussette droite et la gauche, ça non, je ne l'ai pas. Mais il y a... Au niveau respiratoire, en fait. D'accord. Au niveau respiratoire, ouais. Je me mets dans une certaine condition respiratoire pour en fait être d'accord. Dans un certain état émotionnel. Ok, très bien. Voilà. Très bien. Ça fait un peu perché dit comme ça. Mais, mais très on bien. a tous nos trucs en fait. Ok. Et après j'ai ma petite pochette avec mon jeton. Je sais que pour les individuels, je mets cette tenue. Pour les équipes, je mets cette tenue. D'accord. Après, est-ce que vraiment c'est un... Est-ce que ça sera le cas ce week-end? Oui. Ouais, ok. Bon, du coup, je ne serai pas le samedi pour les indis, mais du coup, je verrai ta tenue. Bon, après, je ne tombe pas que sur les mêmes. Mais bon, en fait, les rituels, je vais plus les avoir pour la mise en condition. Ouais, ok. Le matin quand j'arrive. C'est comme une prépa mentale en fait, comme un athlète. Ok, d'accord. La gestion respiratoire, comme quand tu es athlète, est hyper importante. D'accord. Parce que ça te permet d'être dans un état émotionnel en fait qui permet de gagner un peu en lucidité. De toute façon, le stress, on sait comment ça se passe. Hein. Ouais. Donc, si on veut bien commencer la journée, ce qui des fois n'est pas facile, c'est pour moi en tout cas, c'est primordial. Effectivement, donc du coup l'arbitrage ça te demande beaucoup de temps, oui. Des gros déplacements. Est-ce que tu prends sur tes congés ou bien est-ce qu'avec ton employeur, donc la RATP, il y a un accord donc du sans-solde ou des congés supplémentaires ou une idée de représentation peut-être toi qui représentes ton entreprise sur un événement international, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Oui, cette année, il y a eu des choses qui ont été mises en place, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Et en même temps, le statut n'étant pas le même, il n'y avait pas cette possibilité non plus que ma ligne, parce que ça fonctionne par ligne aussi, je conduis la ligne 8, moi, du métro. Voilà. Très bien. J'ai la chance que donc, mon directeur de ligne Jérôme Lefebvre puisse me donner l'opportunité d'eux. Après, il y a le conseil régional aussi qui s'est impliqué dedans avec les Jeux, comme la RATP est partenaire. Et du coup, il y a un vrai soutien cette année qui est important.
Est-ce que c'était avant ta qualification pour les Jeux ou est-ce que ta qualif au jeu a tout débloqué dans ce sens-là? La qualif au jeu a débloqué pas mal de choses, ça c'est sûr. Après, est-ce que ça va pérenniser après? J'espère, parce que... C'était ma question suivante, mais j'ai dit que c'était mais j'ai dit que j'avais fait la dernière question du match. Donc, Voilà, mais j'ai la chance d'avoir une entreprise qui me soutient dans ce projet, c'est important. Et puis en même temps, je représente l'entreprise aussi, donc c'est bénéfique pour tout le monde. J'ai eu vraiment une réelle écoute là cette année avec la sélection au jeu, ce qui était pas forcément le cas avant, mais comme je t'ai expliqué, hein, les statuts n'étant pas les mêmes. Bien sûr. L'important, c'est ce qui a été mis en place là, et je suis vraiment reconnaissante. Et ce qui, j'espère, pourra être continué par la suite. Parce que les congés annuels, c'est ce qui se passait avant. Je posais des congés annuels, des fériés. J'utilisais d'autres moyens pour pouvoir me libérer. Ce qui des fois pouvait me mettre en porte-à-faux avec l'entreprise, et c'est pas le but. Mais ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que quand on n'a plus qu'un tiers de ses congés annuels avec sa famille, voilà. Pour ça, quand je parle de victoire et de sacrifice, c'est pour l'ensemble de la famille et de tes proches. Mais on n'est pas professionnel. Donc après, forcément, arrivé à un moment, c'est compliqué. Parce qu'on nous demande d'être professionnel, mais il n'y a pas forcément tout qui est mis en place. Donc là, ça manque un peu de moyens derrière. Les choses commencent à changer, et j'ai les relèves au niveau comme les athlètes. Ok, d'accord. Donc j'espère que ça va continuer. Ok. Croisons les doigts. Relève au niveau, c'est quoi? Oui, il y a des partenariats en fait, comme il y a avec la gendarmerie ou la police, avec les athlètes de haut niveau. Ok, tout à fait. Et comme il y a un statut, notre statut maintenant a été mis à l'identique de ceux des athlètes, eh bien on peut bénéficier de temps un peu off. De ces relèves en fait, de ces détachements qui sont mis en place. Relève dans ce sens-là, ok. C'est ça. Mais en fait, c'est retiré, sur ton temps de travail, tu es détaché pour tes fonctions. Je suis détachée, exactement. Ok, très bien. Eh bien écoute, j'aurais eu 2-3 autres questions, mais effectivement, il faut sonner la fin du match. Je te propose du coup de passer à la séquence suivante. Le match est fini, on remballe et saurais-tu me dire ce qu'il y a dans la housse d'Aurélie Jany? Donc dans ma pochette d'arbitre. Dans ta pochette d'arbitre. Allez, ça marche, alors, dans ta pochette d'arbitre. Fameux jeton de casino. J'ai 3-4 stylos parce qu'on a tendance à se les faire piquer ou à les oublier. Évidemment. J'ai 2-3 jeux de carton. Ok. J'ai une lingette pour mes lunettes. Évidemment, pour bien voir la touche. Exactement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un élastique. Et puis, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est une grosse trousse. Ok, très bien. Eh bien, on a remballé. Après l'effort, le réconfort, c'est l'heure du Welsh. C'est ça. C'est ça. Alors, tu n'es pas d'ici. Tu ne sais pas ce qu'est un Welsh. C'est un plat avec du gras. Enfin voilà, c'est du cheddar, une tranche de jambon, du pain mariné dans de la bière. Enfin voilà, c'est délicieux. Avec un œuf dessus, c'est vraiment sympa aussi. Le Welsh peut se cuire de plusieurs manières. L'heure du Welsh chez nous, eh ben en fait, ça va être un jeu. Tu vas me répondre à des questions et tu vas pouvoir gagner quelque chose que je te montrerai éventuellement après. Pour ce faire, je vais te demander de choisir entre un Welsh Minute et un Welsh Marwal. Alors je vais prendre le Marwal. Tu vas prendre le Marwal, très bien, c'est parfait. De toute façon, si tu m'avais 10 minutes, je t'aurais dit non, puisque je n'ai plus de Welsh Minute, puisque à l'exception de Saoussen, et tu comprendras pourquoi quand je vais t'expliquer les règles du jeu, Saoussen est la seule à avoir pris le Welsh Marwal. Tu es la 6e ou 7e personne, il faudrait que je vérifie, pour laquelle je fais une interview. Ils m'ont tous pris du Welsh Minute, donc du coup j'ai décidé d'arrêter les Welsh Minute, parce qu'en fait je leur expliquais avant à quoi correspondait le jeu. Et du coup,
Du coup, voilà. Non, je serais partie sur le maroilles. Tu serais partie sur le maroilles quand même. Ok, le Welsh Maroilles, en quoi ça consiste? Est-ce que tu connais, et alors on va citer nos sources, hein, bien évidemment, est-ce que tu connais l'émission Burger Quiz? Pas du tout. Pas du tout. Oh, tant bien. Super émission animée par Alain Chabat. Eh bien, le Welsh Maroilles, en fait, c'est comme un burger de la mort dans Burger Quiz. Du coup, tu auras l'occasion d'aller voir Burger Quiz. Alain Chabat et son équipe écrivent des questions beaucoup plus drôles que les miennes. Mais avec les collègues, on fait ce qu'on peut. Le principe du Welsh Maroilles, je vais te poser 10 questions. D'accord. Tu ne peux pas me répondre avant la fin des 10 questions. À la fin des 10 questions, tu dois me donner les 10 réponses dans l'ordre. Fantastique. Fantastique. J'aurais peut-être dû prendre mon goûter. Tu aurais peut-être dû, mais il n'y a aucune manière d'échapper au Welsh. Voilà. Si je pouvais, j'aurais des lumières qui font peur et une musique, mais j'ai pas. Du coup, Aurélie, est-ce que tu es... Alors, avant de te demander si tu es prête, est-ce que tu as compris les règles du jeu? Oui. Okay, tu vas me dire les 10 questions. Je vais te dire les 10 questions. Il faut que j'enregistre les 10 questions pour pouvoir restituer les 10 réponses. Je te conseille surtout d'enregistrer les 10 réponses. Je vais te laisser le temps à chaque fois, plus je vais te poser de questions, plus je vais te laisser le temps de te rappeler l'ordre des réponses que tu as donné. Ça marche? Oui. Est-ce que tu es prête? Oui. Eh ben c'est parfait. Jaune, rouge ou noir, quel est le pire carton que tu te sois pris en tant que tireuse? Peux-tu nous dire pourquoi? Tu peux me répondre oui, non, pourquoi. Quel est le pire carton que tu aies donné en tant qu'arbitre? On l'a évoqué tout à l'heure. Peux-tu nous dire pourquoi? Et là, tu peux me dire pourquoi ou désolé, secret professionnel. Est-ce que c'est une bonne situation, arbitre international de sabre? Quel est, selon toi, le point commun entre une parade de sabre et une mauvaise toux? Et une mauvaise toux. Si ton nom de famille était un sport fédéral pas sorcier, pourrait-on parler de la Fédéjanie? Je suis content qu'elle ait fonctionné. En quelle année le sabre féminin est-il devenu une discipline olympique? Peux-tu continuer cette réplique culte? Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de grand palais. Et enfin, peux-tu compléter cette blague? C'est un épéiste, un fleurettiste et un sabreur qui rentrent dans un café. Oui, je suis sympa, je souffle des réponses. Aurélie, c'est quand tu veux. Alors, j'ai jamais pris de carton en tant qu'athlète, donc je ne saurais pas te dire pourquoi. Le pire carton que j'ai mis, c'est un carton noir. Et le secret professionnel, voilà, me laisse... voilà. On en a parlé tout à l'heure. Ah, là, maintenant, j'ai perdu le fil. Je me souviens plus de celle d'après, donc je vais faire ce dont je me souviens. Vas-y. Et du coup, là, tu vois, trop réfléchir et pas garder Ah le ouais, fil. non mais ouais. Donc je ne pourrais pas compléter la blague de la 10e question. Oula, ah oui, t'as sapé... Non, mais je vais y revenir après, je suis un peu désordonnée. Donc la 10e question, je ne pourrais pas y répondre parce que je ne connais pas la suite de la blague. Très bien. Et pas de grand palais, j'aurais pas la suite non plus. Ah là là. Je suis désolée. Pour la Fédéjanie, ça aurait pu, oui, parce que mon grand-père étant maître d'armes, mon père étant maître d'armes, mon oncle a été en équipe de France junior, je crois, et ma mère a fait de l'escrime. Oui, on aurait pu, de façon ironique,
Et 4, 5, 6, 7, il m'en manque 3. Alors les Jeux Olympiques, les premiers c'était en 2000. 2004. 2004. Athènes. Athènes. Ouais. J'ai dit 2000 ? T'as dit Oui, 2000. 2004. 2004. 2004 Athènes. Et j'avais dit 2000 tout à l'heure. Ouais, Non, mais j'avais justement, dit je t'avais corrigé. Ah oui, pendant, c'est 2004. ouais, tout à fait. Et il m'en manque une ou il m'en manque deux? Alors, on va reprendre dans l'ordre. Bon, du coup, on a encore à nouveau un petit peu adapté le jeu. Bon, tu n'as pas gagné le Watch Marwal, mais je te poserai une question, bonus après parce que oui, mais il y a des questions, j'ai pas pu y répondre. ah ben oui, mais je te poserai une question bonus après pour que tu puisses éventuellement tenter de remporter le lot. Du coup, on avait effectivement le pire carton que tu te sois prise en tant que tireuse, mais tu n'en as pas pris. Donc du coup, tu ne pouvais pas nous dire pourquoi, ce qui est une occasion. Le pire carton que tu es donné en tant qu'arbitre, un carton noir. Peux-tu nous dire pourquoi? Eh ben, revenez en arrière dans l'émission. On l'avait. Ouais. Et c'est là où tu es un peu parti en vrille. Tu t'es revenu sur la 10e question. On en était à la 4e. La question suivante, c'était: c'est une bonne situation, ça, arbitre international de sabre? Oui. Oui. Très bien. Est-ce que tu as déjà vu, alors avant de te poser la suite, est-ce que tu as déjà vu un film qui s'appelle Astérix et Obélix Mission Cléopâtre? Oula, il y a longtemps. Ouais, il y a longtemps. Oui, on est très Alain Chabat avec les collègues. Non, c'est en fait, c'est un détournement d'une réplique culte du film, puisque il y a un personnage qui est joué par Edouard Baird, qui est scribe. Et à un moment, on lui demande est-ce que c'est une bonne situation, ça, scribe? Et donc, du coup, il se lance dans un monologue qui est coupé au montage, puisque doit y avoir 1 ou 2 minutes de monologue dans le film, avec écoutez, je ne sais pas s'il y a de bonnes ou de mauvaises situations. C'est vrai, tout est une question de point de vue. Exactement. Mais du coup, pour ton information et pour celle des gens qui nous regardent, normalement, les 20-25 minutes de monologue intégral d'Edouard Baird sont disponibles dans l'édition collector en DVD du film. Voilà, tu le sauras si un jour ça t'intéresse. Ensuite, on avait quel est selon toi le point commun entre une parade de sabre et une mauvaise toux? Alors ça... La quinte. D'accord. Et on appelle ça la mauvaise toux? Une quinte de toux. Autant pour moi. Eh oui, non mais... Autant pour moi. Oui, au-delà des blagues un peu référentielles, on aime bien les jeux de mots aussi. C'est compliqué, hein. C'est un métier. Bon, je suis content que la vanne sur C'est pas sorcier avec la fée des Génies Ouais, je suis bon public, moi. ait fonctionné. Tu sais que j'ai galéré, hein, parce que je me suis mis dans la bêtise de faire une question avec un jeu de mots sur le nom ou le prénom de chacun de mes invités. C'était très compliqué avec ton nom. Voilà. Mais j'ai fait appel moi aussi à un ami qui m'a soufflé cette excellente vanne. Sabre féminin, du coup, on en a parlé. Voilà, discipline olympique, en 2004. C'est vrai que c'était 2004. Pourquoi j'ai dit 2000? La réplique culte, pas de pierre, pas de construction, c'est également Mission Cléopâtre. Bah oui. Avec pas de palais. Mais bon, du coup, les jeux étant au Grand Palais. Ah oui, je me souviens de ça. Oui, voilà. Pas de Grand Palais. Et du coup, la blague avec l'épéiste, le fleurettiste et le sabreur n'existe pas. C'est-à-dire que je pose la question à chaque fois de savoir qui pourrait compléter cette vanne. D'accord. Ah oui, non, moi déjà, j'avais pas bien commencé, voilà. alors... Alors, peut-être qu'après c'est moi. Moi, je trouve qu'il y a une fin extrêmement facile à cette vanne. Il rentre dans un café et plouf. C'est le classique. Ouais, voilà. Mais plouf lequel? Tu vois, peut-être 3 ploufs. Un gros plouf s'il rentre en même temps. Mais je pense qu'à un moment, j'aurai la fin de cette blague. Bon, c'est pas encore perdu. Tu vas avoir le droit à une question bonus. Ou 2, ça dépend de comment tu t'en sors sur la première. Je vais te demander de me donner une couleur entre jaune, rouge et noir. Jaune. Jaune, elle est facile. Monsieur et Madame Elie Jani remportent une médaille. De quelle couleur est-elle? C'est ma 2e vanne avec ton nom. Elie Jani. De quelle couleur est-elle? Ah là là là. Jaune. Oui, jaune ou or. Oui. Médaille d'or, Elie Jani. Oui. On fait ce qu'on peut.
Ok, et tu sais quoi, je vais te poser, je vais te laisser 2 chances, je vais te poser les 2 dernières questions. Parce que j'avais 3 questions bonus. Je dois être vraiment nulle. Hein. On rame un peu, mais... Je suis en progression. Mais tu es en progression, tu es en progression, tout à fait. Ouais. Bon, après, peut-être que c'est mes questions qui posent souci. Hein. En carton rouge, quel est selon toi le point commun entre le sabre et le rugby? J'aurais vraiment dû prendre mon goûter. Tu vas pas manger ton match maroilles. Ou alors il va être un petit peu indigeste. La passe avant est interdite. En fait, je ne suis pas cliente du rugby. Je vais pas mentir. Non, mais moi non j'ai pas le temps de regarder la télé. Moi, je me suis fait tellement engueuler quand j'étais gamin en cours de PS à envoyer le ballon que, en fait, au rugby, tu passes le ballon en arrière. Et donc, du coup, la passe avant est interdite comme ça. Ok, très bien. Allez, la dernière question qui est ta dernière chance de gagner. Je vais t'aider en te soufflant 3 réponses possibles. D'accord. Ok. Est-ce que tu penses que Alain Chabat, du coup, réalisateur d'Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre et créateur du Burger Quiz, qu'on salue bien évidemment, est-ce que tu penses que Alain Chabat serait flatté que, alors en plus de faire référence à ces films dans les questions, est-ce qu'il serait flatté qu'on ait complètement repris son Burger de la mort et juste changé le nom pour notre émission? Tu peux me répondre flatté, pas flatté, ou bien, mais enfin j'y sais, tout le monde sait qu'Alain Chabat est le mec le plus gentil au monde. Je dirais, mais enfin j'y sais. C'est tout ce qu'Alain Chabat est le plus gentil, voilà. Plus gentil au monde, on le sait tous et encore une fois on le salue. Allez, pour moi cette dernière réponse valide ton Welsh. Il était un petit peu indigeste. Non, mais c'est comme beaucoup de choses. J'ai eu mon examen la 2e fois. Voilà, on aurait dû faire deuxième. Alors on va sans doute me dire que c'est un peu l'école des fans puisque tout le monde gagne, mais je te remets ceci. Eh bien, c'est parfait. Une gourde Escrimo de France, qui est, du coup, j'ai zappé de prendre mon jeu. Bon, je n'ai qu'un carton jaune, ouf. Voilà. Ça tombe bien, c'est la couleur que j'ai choisie, c'est la couleur du soleil. Évidemment. Et du coup, effectivement, cette gourde en fait fait partie très d'une sympa. série qu'on a faite. Alors voilà, ces illustrations viennent compléter. En fait, ces illustrations sont tirées du jeu sur l'arbitrage qu'on a développé. Tu le connais ou pas? Pas du tout. Pas du tout, je te le montrerai un petit peu après. Du coup, cette illustration est tirée de notre jeu Escrimemo, qui est le jeu de cartes dédié à l'arbitrage. Et très sympa d'ailleurs. Tout à fait. On a fait appel à un illustrateur de la région, qui est très très chouette. Du coup, c'est le premier jeu qu'on a édité, qu'on a sorti. Et là, on est en train de travailler sur la suite de ce jeu, qui sera l'Escrimemo Action. Donc là, on est plus sur le lexique et autres. Et superbe transition, puisque ce jeu, vous allez pouvoir en gagner un exemplaire, puisque du coup on va passer à la dernière séquence de l'émission, qui va être ton film culte. Alors, film culte, livre culte, Saoussen n'avait pas de film culte, elle m'a fait deviner un livre culte. D'autres n'avaient pas de réplique. Jean-Loup Boulanger, je ne sais pas si voilà. Jean-Loup Boulanger, quand je lui ai demandé une réplique, il m'a fait des bruits. Alors, quand tu regarderas l'épisode, quand il sortira, oui, ça risque d'être très drôle. Les bruits sont extrêmement reconnaissables. C'est un classique du cinéma, voilà, on les reconnaît, on le reconnaît très très bien. Et donc du coup, Aurélie, je t'en prie, pour faire gagner un exemplaire de notre jeu Escrimemo, quelle est ta réplique de film? Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Super. Pour gagner ce jeu et pour participer, c'est très simple. En commentaire de là où vous regardez ou écoutez cette émission, vous inscrivez votre proposition de titre et puis on aura un petit tirage au sort qui fera gagner le jeu. Voilà, je pense qu'on peut conclure. On est à 1h30 depuis le lancement du chrono, donc je pense qu'on est un petit peu moins au niveau de l'émission. Aurélie, c'était un plaisir d'être sur la piste avec toi. Merci à vous. Et merci à toi pour toutes ces informations et puis toute cette présentation du monde de l'arbitrage. Alors moi, à titre personnel, j'ai appris plein de trucs. J'ai compris des choses. Les arbitres sont des êtres humains comme les autres. Voilà. C'est ça. S'il y a une chose à retenir, l'arbitre est un être humain. Encore, il y aurait beaucoup à discuter, mais en tout cas, c'était sympa la considération que vous avez eue à mon égard, ça me touche. Nous, l'idée, en fait, l'idée de l'émission, c'est vraiment de pouvoir promouvoir l'escrime
notamment autour des jeux, mais en fait toutes les facettes de l'escrime. Donc on a des athlètes, on a des anciens athlètes, on a des coachs, on va avoir également une kiné qui est notre prochaine invitée. Donc voilà, tu vois, on essaye de donner un petit peu un panorama, de ce qu'est l'escrime, et aussi notamment de ce qu'est l'escrime au global en fait. Puis je tiens vraiment personnellement à remercier le club de Roubaix. Eh bien, et merci à Roubaix effectivement de nous avoir accueillis à bras ouverts et avec qui j'ai vraiment une relation particulière. Ça fait combien de temps d'ailleurs que tu as rejoint le club? J'ai dit que oui, je sais, non, il faut que j'arrête de demander des dates. Il faudrait que je demande à Cédric. Ouais. Si on a l'info, on la mettra en description, ou alors je le dirai dans le, dans le lancement que je vais réenregistrer, bien évidemment. Ça commence à faire, c'était bien avant le Covid. Bon, et merci au club de Roubaix pour son accueil aujourd'hui en amont des championnats de France, sabre, hommes et dames, par équipe, senior et nain. Voilà, merci à toutes et à tous, et puis à bientôt pour un nouvel épisode. T'es de la région ou pas, toi? Pas du tout. Tu n'es pas du tout de la région? Moi. T'es parisienne. Tu sais ce que c'est en Welsh? Ça se mange. Ouais, ça se mange. Voilà. Ouais, c'est du gras. Oui. Voilà. Oui.